mon espace géographique, et de proche en proche, c'est l'univers tout entier qui me traverse et auquel je rends. Cette conversation-là, elle a lieu avec l'univers tout entier, rien de moins. Donc, il est facile d'échapper, Pierre, à la science-fiction, parce que notre sujet, en tant que créateur, c'est l'univers. C'est peut-être un petit peu large, mais l'univers, c'est tout, c'est vous. Vous êtes là. Je parlais de l'obsession des références dans la science-fiction, que je trouve souvent chez certains auteurs en disant par rapport à tel texte qui a été écrit avant, est-ce que je suis dans la référence, est-ce que je suis créateur de quelque chose de nouveau ou pas? Eh ben, on s'en fout. Je sens que je vais dire Bernard Werber. Je vais dire Bernard Werber, qui justement essaye... Sois gentil, Gérard. Non, je viens de lire son dernier roman, et franchement, pour les gens qui ont peur de la science-fiction, ce n'est justement pas quelqu'un qui travaille dans la référence. Il est pédagogique, il est plein d'humour, il est charmant, ça se lit très aisément, et il parle à l'universel. Qu'est-ce qu'on demande de plus, sapristi? Non, mais on va pas faire un... Non, ok, je retire ma parenthèse sur Bernard Werber. Non, tu peux la maintenir, c'est pas le problème. Non, mais je crois qu'il n'y a pas de contradiction entre le point de vue de Pierre Bordage et ceux qui ont été défendus auparavant. Je voudrais citer vraiment un exemple d'un auteur qui ignorait tout de la science-fiction et qui a tout dû aux lecteurs de science-fiction, et qui est un homme important, c'est Olaf Stapledon. Olaf Stapledon, qui était un enseignant de philosophie, écrit Rien qu'un surhomme sur le thème des mutants, et puis surtout son gigantesque Les Derniers et les Premiers, sur le thème de l'histoire de l'humanité sur des milliards d'années, enfin je ne sais plus combien d'espèces humaines successives, enfin au moins une vingtaine. Et puis d'autres livres du même avec Sirius, qui est l'histoire d'un chien qui a été très fortement amélioré, qui parle, qui tombe d'ailleurs hélas amoureux de sa maîtresse, enfin, etc. Or, il est possible que Stapledon ait un peu lu Wells, mais on n'en est même pas certain. Enfin, en tout cas, il ne connaissait rien de cet univers, et il a été complètement sorti de l'oubli où il s'est tombé par les lecteurs de science-fiction qui l'ont reconnu comme un de leurs auteurs phares, enfin, un auteur très important. Alors, il y a là une collectivité, ça ne veut absolument pas dire, il y a une généalogie des thèmes, ça ne veut absolument pas dire que l'individu, l'auteur particulier, s'y perd. Ça veut dire que c'est à partir de là qu'il développe sa subjectivité. Alors, je ne veux pas m'étaler ici sur le thème de subjectivité collective, mais je renverrai à mon excellent ouvrage Trams et moi, qui a été publié par les éditions du Somnium, que je vous recommande tous de lire. Il est sans doute possible, il a été possible, il sera possible d'écrire des textes de science-fiction sans en avoir lu un seul, j'en conviens. Mais reste que c'est quand même un peu risqué. Reste que, pourquoi se priver aussi? C'est comme quelqu'un qui dirait, mais on peut sortir de la science-fiction, qui dirait, je ne vais pas risquer de lire d'autres romans au cas où je serais influencé par les romans, et qui déciderait d'écrire son roman original. Il y aurait de fortes chances qu'on trouve que cette personne-là a plus imité les autres que s'il avait véritablement lu ses contemporains et les œuvres du passé. Je pense... Et puis, cette fois-ci, je n'aimerais pas d'auteurs, mais on a probablement tous lu des œuvres d'auteurs qui n'étaient pas qui n'avaient pas lu de science-fiction, qui refusaient le mot science-fiction, etc., et qui auraient gagné à en avoir lu, ou qui auraient gagné à avoir un éditeur qui en avait lu, qui savait de quoi il parlait. Il y aurait eu matière à amélioration, ça aurait pu donner de bien meilleures œuvres. Donc, pourquoi se priver de sources? D'autre part, il ne faut pas non plus obséder sur les sources. C'est une question d'équilibre, quant à moi. Oui, ça marche pas. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Et contrairement à Pierre, là aussi, c'est mon avis personnel et la façon dont je fonctionne, mais il me semble que je n'écris pas que de la science-fiction, mais quand j'écris de la science-fiction, je suis conscient que j'écris de la science-fiction, et j'ai à m'apporter des outils, justement, qui proviennent d'une boîte à outils qui est collective et de pas mal d'années d'histoire, que j'utilise en ayant conscience qu'ils appartiennent à cette histoire et que ce sont des outils à utiliser. Quand j'écris, je sais pas, de la fantasy, évidemment, j'ai d'autres outils à ma disposition, et
Alors je sais pas si Pierre fait abstraction de tout ça ou quoi, mais il me semble que c'est en cela que ce sont des genres collectifs, quoi. C'est parce qu'on a des outils dans lesquels chacun peut aller puiser. On entretient aussi une conversation avec la science, avec l'évolution de la connaissance. Hein. Mais j'étais en train de me dire, la collectivité dont on parle, c'est aussi une collectivité de tournure. On disait la science-fiction est une tournure d'esprit. Tu disais des gens qui n'ont pas lu, mais Voltaire n'avait pas lu de science-fiction, mais il a écrit Micromégas. Il y a une tournure d'esprit, il y a une filiation de la science-fiction du côté de la fable philosophique, etc., qui permet d'écrire la science-fiction sans avoir lu de la science-fiction. Sur Voltaire, le cas de Micromégas, c'est très intéressant parce qu'il ne faut pas oublier que le Voltaire en Angleterre avait énormément fréquenté le milieu scientifique de son temps. Et on a complètement gommé, en particulier les philosophes et littéraires, je l'en veux énormément, pas ceux qui sont présents dans cette salle énormément, ou sous le prétexte d'appeler ça un conte philosophique, ont complètement gommé la dimension révolutionnaire dans la narration du Micromégas de Voltaire, parce qu'il y introduit des concepts qui sont tout neufs, enfin relativement tout neufs, newtoniens, dans la littérature. Et il faudra attendre très longtemps pour que ça revienne. Et puis il avait une amie, dont le nom m'échappe, mais sûrement quelqu'un le connaît ici, qui a un tout petit peu traduit Newton et qui était une bonne mathématicienne. Alors, pour répondre à Werber, parce que j'y tiens beaucoup, je m'inscris en faux contre le Werber bashing. Je trouve ça très facile sur les forums. Sur les forums, il y a une grande partie de l'énergie des participants au forum sont de casser du sucre sur le dos de Werber, ce que je trouve complètement crétin, moi. Parce que Werber, quoi qu'on en dise, il y a des lecteurs qui viennent me voir en me disant « J'ai commencé par la science-fiction en me disant Bernard Werber. Donc maintenant, je vous découvre. Et je découvre d'autres auteurs. Et si à travers moi, ces gens-là, parce que je ne suis pas du tout un art, je fais pas d'art science, je ne fais pas une solution qui sont très compliquées, découvrent Egan ou d'autres à travers moi, je suis super content. Donc il ne faut pas négliger l'apport de Werber au genre de l'imaginaire, parce qu'il y a plein de gamins de 13-14 ans qui découvrent ça grâce à lui. Et rien que pour ça, ben, je lui rends hommage, quoi, parce qu'après on peut trouver c'est dérisoire ce qu'il fait. Peu importe, je pense qu'il est sincère et que c'est ça le principal, et que sa sincérité fait qu'il a des lecteurs. Et ces lecteurs, après, viennent aussi dans d'autres bouquins, viennent dans les bouquins de Xavier, de Laurent, de Sylvie, etc., de tout le monde. Et ce sont des gens acquis Et puis, pour répondre à l'autre question de Laurent, évidemment, je suis lecteur de science-fiction aussi, hein, parce que pour moi, je cherche le vertige dans la lecture, alors que je trouvais dans les mythologies, je le trouve aussi dans la science-fiction, je le trouve aussi dans la fantasy. Donc l'imaginaire me plaît énormément en tant que lecteur. Mais après, je ne cherche pas à tracer la jeunesse de mes influences, je m'en fous, quoi. Après, il y a plein de choses qui me traversent et tout ça, et je m'en sers. Tu parles d'outils, je ne sais pas si c'est des outils, mais voilà, j'ai aussi un imaginaire qui a été construit par ces lectures imaginaires, et donc forcément, j'ai subi une forme d'influence que je ne maîtrise pas toujours, enfin, dont je ne sais pas toujours retracer la genèse, mais évidemment. En tant que lecteur, j'adore ça aussi, quoi. Comme l'heure tourne très vite avec ce débat qui est très riche, et que là on s'écarte peut-être très légèrement du thème initial, et pour conclure, surtout si on veut avoir en même temps quand même quelques minutes ensuite pour les questions avant de se retrouver enfermé pour la nuit dans la médiathèque. Bon, en vous écoutant, on a parlé d'abord des imaginaires personnels et de la manière, c'était très intéressant, dont dans la science-fiction, il y a peut-être une certaine spécificité de l'échange au niveau du collectif dans la science-fiction. Et puis je me faisais la réflexion en même temps, en écoutant Gérard, qui parlait de la manière dont on peut retracer la généalogie de certaines thématiques. Donc pour élargir un petit peu, est-ce qu'on peut pas se dire, je pense qu'il faudrait se poser la question de savoir si, à travers vos imaginaires personnels d'auteurs, vous ne vous faites pas en même temps le reflet de l'imaginaire collectif là au niveau de la société en général, et avec ces évolutions. Par exemple, on constate que par moments, je pense surtout aux peurs qui agitent la société, on s'aperçoit qu'à un moment, on parlait beaucoup, en science-fiction, on parle beaucoup de la bombe atomique, de la guerre atomique et des questions qui peuvent suivre. Il y a eu la pollution aussi. Maintenant, on trouve souvent les thèmes de la génétique et des technologies diverses. Donc, est-ce qu'à travers ça, il n'y a pas aussi
le reflet, le traitement de certains imaginaires collectifs. Oui, tout à fait. Mais bon, c'est ce que j'ai essayé de faire dans des travaux de sociologie littéraire, soit en partant de thèmes relativement précis comme ceux que tu indiques, soit de situations critiques beaucoup plus vastes. Mais oui, oui, bien sûr, la réponse est oui. Très bien. Ben alors, puisque tout le monde est d'accord et que ça va très vite, Sylvie, le mot de la fin. Ben oui, je vais en remettre. Non, j'ai juste allé vers l'aspect pratico-pratique aussi. Il y a tellement des raccourcis commodes également là, dans tout ça. Oui, bon, on peut parler d'imaginaire collectif, mais il y a aussi, bon, si quelqu'un a inventé la notion, quelqu'un a imaginé, et on sait aussi qu'on n'aura pas à l'expliquer, on sait qu'on n'aura pas à penser à des façons de le mettre en contexte. Pourquoi pas utiliser le mot en cible? Bon, c'est un exemple, mais il y en a tout plein. C'est facile. On sait que les lecteurs de science-fiction vont avoir cette culture-là. Oui, bon, faut toujours un petit peu faire le petit travail, il ne faut pas être complètement paresseux puis essayer de le mettre en contexte un peu. Mais ce sont des raccourcis aussi assez commodes. Vous avez quelque chose à... Alors, je crois qu'on va passer aux questions parce que je vois qu'il est déjà 7h moins le quart. Donc, y a-t-il des... Je pense qu'il doit y avoir aussi beaucoup de questions dans la salle maintenant. Ou alors tout le monde est anéanti et attend l'apéritif pour le dîner. Dites pas que vous n'avez pas de questions face... Oh non, libérons-nous mutuellement. Voilà. L'esprit collectif. Oui, l'esprit collectif, là. Non, l'esprit collectif est un peu hubété. On va être obligé de faire tourner la table. Non, vraiment, rien. Ou alors c'est que vous avez faim et soif. Nous avons couvert la question, nous sommes une table ronde géniale. Voilà. Ah ben ça, je crois qu'aucun d'entre nous n'en a douté un seul instant. Vraiment pas de... Vraiment, quand même. Il y en a un qui se dévoue quand même, c'est bien. En fait, juste une petite question. Qu'est-ce qu'il y a dans l'expérience peut-être de chacun d'entre vous comme texte de littérature non science-fictionnelle qui aurait eu une influence directe ou importante dans l'écriture d'un de vos textes de science-fiction? Des tas. Hein. J'ai lu énormément de choses en dehors de la science-fiction des tas. J'ai par exemple écrit il y a fort longtemps une nouvelle qui s'appelle Le Cavalier au centipède. Et ma source d'inspiration, c'était un très beau roman d'Herbert Penn-Warren, dont le titre m'échappe là d'ailleurs. C'était un grand écrivain du Sud-américain. Alors c'est un tout petit peu oublié. Je ne sais plus comment s'appelait son roman, mais enfin bon, des tas. Des traductions que j'ai faites en m'immergeant dans cet univers-là, dans cette façon-là de raconter, j'ai eu le sentiment après d'avoir écrit différemment. C'est une auteure qui racontait pas du tout la même façon dont moi je racontais, puis oui, je suis sûre que ça a eu un effet. Mes exégètes en témoigneront, mais enfin, j'ai l'impression que ça a eu un effet. J'ai un peu la même réponse. Il y a deux cas où effectivement la traduction m'a appris à utiliser un certain type de technique narrative que je n'utilisais pas auparavant, qui était le point de vue multiple. Et l'autre exemple, qui est relativement récent et qui est peut-être le seul cas où vraiment un texte a influencé le contenu d'un de mes romans, c'est la thèse de Bertrand Meheust, Somnambulisme et médiumnité, qui est en 2 tomes, un truc comme ça, qui ont beaucoup influencé, ou qui étaient en convergence tellement totale avec ce que j'avais envie de raconter dans Reine de mémoire, que je lui ai rendu hommage dans la préface, enfin dans les remerciements, parce que vraiment, il y avait là de toute façon, les œuvres de Bertrand me sont une inspiration constante. C'était vraiment une inspiration, oui. Mais c'est la seule fois. Moi, c'est la lecture d'un sélection du Reader Digest. Quand j'étais petit, il y avait Dan Mannix, donc le digeste des mémoires d'un cracheur de feu, qui racontait comment un jeune journaliste devient cracheur de feu dans un petit cirque américain des années 30. Bon, là, ça m'avait assommé. Hein. Là, c'est le monolithe de 2000 ans. Hein. J'ai de l'énergie qui est passée. Et à l'époque, je vivais en Espagne, qui c'était l'Espagne franquiste.
Et j'ai vu petit un cirque qui s'appelait le Cirque des Rats. Il y avait deux types, un sidecar et une jeune femme qui arrivaient avec des boîtes. Et première boîte, il y avait un rat, deuxième boîte, un plus gros rat, troisième, un vraiment très gros rat. Et à la dernière boîte, il n'ouvrait pas parce qu'on n'était pas prêt à voir le rat. Et la fusion de ces deux choses en très peu de temps ont créé mon imaginaire, j'en suis certain. Alors moi, j'ai eu quelques romans qui échappent aux gens. Il y a eu Siddhartha d'Hermann Hesse. Beaucoup de romans d'Hermann Hesse d'ailleurs, dont Les Jeux des perles de verre, mais qui se rapprochent du coup du genre. Siddhartha pour son côté initiatique. Enfin, je trouve que c'est un modèle de roman initiatique pour moi. Et puis, on en a parlé ce midi, mais évidemment Le Sabre et la Pierre de Ishikawa, qui est pour moi un modèle de roman épopée, enfin d'épopée héroïque, qui est la vie de Miyamoto Musashi, un sabreur du Japon qui a créé le traité des 5 roues. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Le Parfum de Susskind, dont je parlais aussi, pour moi aussi un modèle vraiment de récit basé sur un sens d'une force incroyable. Et j'aime beaucoup, par exemple, La puissance narrative de Tom Wolfe, auteur américain contemporain. Laurent? Pareil, j'ai lu beaucoup de comme littérature générale, évidemment. En fait, je me suis rendu compte d'un truc il n'y a pas très longtemps, c'est que chaque fois que j'écrivais à la première personne, et ça m'arrive souvent, je plagie, je pense, sans le vouloir, et de façon très mauvaise à Henry Miller. Et ouais, en relisant Henry Miller, je me suis dit, mais ouais, voilà. Et donc, c'est un peu pathétique d'avouer ça, mais voilà. Même quand c'est un ado de 14 ans, je sais pas. Très bien, bah, une autre question? Je voudrais savoir s'il y a des scientifiques qui ont osé venir vers vous en disant que, en lisant vos œuvres, ça leur a donné la vocation. Alors, oui, là je peux répondre. Ils n'ont jamais, pour une fois, jamais aucun n'est venu vers moi, ils n'osaient pas. Mais j'ai rencontré beaucoup de scientifiques, et je pense à Jean Audouze, qui était le conseiller scientifique de Mitterrand, et un astrophysicien, Jean-Pierre Luminet, enfin il y a des tas de scientifiques que j'ai rencontrés et qui m'ont dit avoir lu beaucoup de science-fiction. Évidemment, ils le confessaient à voix basse, enfin, dans un lieu écarté, dans un coin écarté. Non, mais oui, aujourd'hui en particulier. Dans les années 50-60, c'était pas du tout comme ça. Quand on passait à la télévision avec un scientifique, on regardait très haut. Aujourd'hui, 9 fois sur 10, on tombe sur quelqu'un qui a lu, qui a plus tellement, pas nécessairement le temps, mais qui a lu, et souvent lu beaucoup de science-fiction. À qui ça a pu donner la vocation d'être scientifique. Très bien, ben, je crois qu'il ne nous reste qu'à remercier nos intervenants. Bravo. Bien, donc maintenant, alors, juste, je redis les détails pour ce soir, petit détail